Bonjour tout le monde, ici Catherine Brisebois. Bienvenue à une nouvelle émission du Projet Love. Aujourd'hui, je vous présente un sportif, un aventurier et un conférencier hors du commun, Laurent Omnier. Et dans la première partie de cette entrevue, Laurent va nous expliquer comment il fait pour transcender l'anxiété et l'inconfort devant l'inconnu pour réaliser ses plus grands rêves et des exploits sportifs assez remarquable. Alors oui, c'est possible de réaliser ses plus grands rêves et d'être au sommet de sa forme à 54 ans. Alors, je suis en compagnie de Laurent Omnier. Tout d'abord, félicitations. Merci. Parce que tu viens de remporter, en fait, une course assez impressionnante, un trek de 171 km, mais tu ne l'as pas remporté. En fait, tu as remporté la première place dans ta catégorie d'âge chez les Canadiens. Oui. Mais quand même, tu as couru, ou tu vas nous l'expliquer, tu as marché 171 km autour du Mont-Blanc dans un dénivelé positif de 10 000 mètres. Oui. Wow! C'était, c'est l'automne dernier, à la fin de l'été dernier, là, fin août, début septembre. 171 km. En fait, c'est une course qui fait le tour du Mont-Blanc dans les Alpes, en passant par la France, l'Italie et la Suisse. C'est un tour en continu qui peut se faire en randonnée pédestre. Là, c'est le GR1, dans le fond, qui se fait en à peu près 9-10 jours. Puis nous autres, dans le cadre de la course, on a 46 heures pour compléter l'épreuve. Donc, il faut s'arranger pour rallier le Mont-Blanc, la part de Chamonix, et ça arrive à Chamonix, avec 171 km à faire. C'est une grosse course, c'est la course internationale, dans le fond, c'est la course qui a la plus grosse renommée internationale au niveau du trail running, de la course en montagne. Naturellement, j'y allais surtout pour compléter l'épreuve. C'est un défi que je m'étais mis sur une période de 4 ans. Là. Donc, c'était la fin d'un cycle de 4 ans pour moi d'arriver à faire cette course-là, juste d'arriver à la compléter. Donc, la première place chez les Canadiens, chez les 50 ans et plus, pour moi, c'était la cerise sur le sundae, mais dans le fond, c'était vraiment d'arriver à compléter l'épreuve et d'arriver surtout à compléter l'épreuve sans me blesser. Parce que dans un parcours de course de très longue distance, il faut surveiller beaucoup les blessures. Donc, ça s'est super bien passé. Là. J'ai complété ça en pleine forme. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, comme moi et comme la majorité des gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça représente concrètement de faire 171 km sans arrêt, en fait, avec un dénivelé positif de 10 000 mètres? Ce que ça représente, en gros, premièrement, c'est important de diviser l'étape en morceaux. 171 km, on le sait, c'est sûr que tout le monde n'aura pas les mêmes références, mais moi, j'aime à dire que c'est comme de partir de chez nous à Val-David, dans les Laurentides, me rendre jusqu'à Montréal, aller-retour, par des sentiers, en passant par un peu plus haut que le sommet du Mont Everest. Donc, quand on parle donc de 10 000 mètres de dénivelé positif, ça veut dire qu'on va faire l'ascension de 10 km par en haut, là, en même temps qu'on fait 171 par en avant. Puis, si on regarde, dans le fond, en réalité, le Mont Everest, du camp de base jusqu'au sommet, ça représente à peu près 3 fois. C'est comme si j'avais monté et descendu 3 fois le Mont Everest dans la même journée, parce que c'est ça, là, la dénivelée entre le camp de base et le sommet, environ 3500 mètres. Donc, ce que ça demande, ce que ça représente, c'est des heures et des heures de course. Naturellement, quand ça monte, dès que ça monte un peu trop à pic, on va marcher plus que courir. Et il y a des étapes. Donc, on traîne un minimum de matériel pour notre sécurité en montagne, mais on a quand même des ravitaillements à peu près tous les 10-15 km où on peut se nourrir, s'abreuver, remplir nos sacs de nourriture. Puis après ça, continuer notre course. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire ça? Pourquoi tu as décidé de faire cette course-là? Parce que ça t'a pris 4 ans de préparation? Oui. C'est sûr que je suis quelqu'un de défi. Tout le temps, de toute ma vie. À 18 ans, de 13 à 18 ans, j'avais fait de la compétition cycliste, mais dans des distances habituelles, là, je sais pas, 20, 30, 40 km de course de vélo. Je faisais aussi du vélodrome, dans le temps que c'était pas une cage à singes, là, mais que c'était vraiment le vélodrome olympique à Montréal existait encore. Puis, dans le fond, j'ai fini cette période-là de vélo en me faisant un défi personnel avec un autre de mes amis, où on a fait de Saint-Sauveur à Québec aller-retour. Ça représente 600 km dans la même journée.
Donc, déjà à 18 ans, j'aimais ça. Puis moi, plus c'est long, je suis pas quelqu'un de très, très rapide. J'ai jamais battu des records de vitesse sur des courtes distances. Je suis vraiment quelqu'un d'endurant. Donc, d'aller vraiment voir qu'est-ce que mon corps est capable de faire, bien, je trouve ça passionnant, je trouve ça motivant. Puis bouger beaucoup, bien, pour moi, c'est aussi un anti-anxiogène. Donc, c'est vraiment quand je bouge, quand je m'entraîne, quand je suis actif, bien, c'est full endorphine. Là, donc, c'est vraiment bon pour moi dans mon processus. Donc, le Mont Blanc, après 4 ans, pour faire une histoire courte, qui ne sera peut-être pas si courte que ça, dans le fond, en 2013, j'ai commencé à faire de la course en sentier. Je construisais ma maison, la maison qu'on voit derrière, là. Et dans le fond, c'était la deuxième maison en dedans de 5 ans que je construisais avec ma blonde. Puis j'avais besoin de m'en continuer à bouger, mais j'avais peu de temps. Donc, j'allais courir dans le bois en arrière, des petits 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, pour garder vraiment la forme. Mais ça m'a vraiment donné goût à la course en forêt, au trail running. Puis ça vient rejouer. Toute ma vie, j'ai alterné entre les sports, plus d'adrénaline. J'ai fait de l'escalade pendant beaucoup d'années. J'en fais encore un peu, mais c'est plus mon sport principal. J'ai fait de l'alpinisme, du vélo de montagne, donc des sports plus montagne. J'ai fait aussi des sports d'endurance. J'ai fait du triathlon, un triathlon Ironman en 2005, donc de la course de vélo. Et là, ben, le trail running, ça vient rallier les deux. On dirait que j'ai mon fun de course d'endurance et j'ai la montagne aussi, la possibilité de courir en montagne. C'est pour ça que moi, je me considère vraiment comme un coureur en montagne et non juste un coureur, un ultra-marathonien. Je ne ferais pas un 200 km de course sur l'asphalte. Là. Je suis vraiment quelqu'un de montagne. Donc, ouais, c'est ça. Fait que... Mais tu as aussi un équilibre de vie assez sain parce que on s'est parlé avant et tu me parlais que pour toi, c'est pas une question de performance. C'est quoi qui te motive, en fait? Ou comment est-ce que tu abordes ton entraînement, justement, pour pas te blesser, pour pas que ça devienne extrême? Bien, dans le fond, oui, j'essaie d'avoir un équilibre de vie avec la famille, avec le travail, avec... en même temps, ça serait un petit peu faux de dire que je cherche pas la performance. Dans le fond, je cherche la performance à la mesure de ma capacité actuelle, à la mesure de l'âge que j'ai, à la mesure de l'énergie que j'ai envie d'y mettre aussi. Parce que je pense, je me verrais pas là, faire que ça, puis vraiment juste focusser sur l'entraînement, puis perdre de vue toutes les autres belles facettes de ma vie. Mais en même temps, j'en mets pas mal. Oui, c'est combien d'heures par semaine d'entraînement, par exemple, pour te préparer pour le Mont Blanc? C'est à peu près une 20aine d'heures par semaine que ça va représenter. Pas nécessairement tout en course, mais tout ce qui entoure la course, hein, le stretching, un peu de musculation, d'aller voir aussi régulièrement des massothérapeutes, acupuncteurs, ostéopathes pour garder la machine vraiment, vraiment en bonne forme. Puis pour prévenir les blessures, pour répondre à ta question de tout à l'heure, puis le processus de 4 ans, dans le fond, c'est qu'en 2014, avec ma passion pour les gros défis, j'ai fait un premier gros défi, un 24 heures de course à Prévost, le Pandora 24. Et j'ai fait 110 km dans ma journée. Mais j'en ai fait 17 en bonne forme, puis 93 les genoux tapés, puis avec des grosses douleurs aux genoux. Donc, ma force mentale, elle est là, c'est indéniable. Là. Je peux faire 22 heures de course sur un genou qui me fait presque couler des larmes à chaque pas. Mais là, à la fin de cette saison-là, j'ai dit, hey, c'est vraiment le fun, j'aime ça ce que ça m'apporte courir comme ça longtemps, mais je veux le faire différemment sans me blesser. Puis c'est là que j'ai pris du recul, c'était à l'approche de mes 50 ans, donc je me suis dit, là, en 2015, je vais avoir mes 50 ans, c'est le temps de faire les choses différemment. Fait que c'est là que j'ai augmenté l'assiduité à l'entraînement. Donc, je me suis entraîné plus, de façon plus régulière. J'ai réduit momentanément mes distances d'épreuves de course. J'ai commencé à faire des 50 km maximum au lieu d'aller faire des 110 km pour être prêt vraiment, pour sentir que je construis des articulations, les mal de genoux en course à pied, ça se protège là, en musclant bien autour puis en y allant graduellement. Les entraînements sont toujours en dents de scie. Je vais monter le volume quelques semaines, je vais descendre ensuite pour me reposer, puis je vais faire des vagues comme ça pour arriver à ne pas surcharger le métabolisme. Puis, au bout de 4 ans, en augmentant mes distances de 50
80, 100, 125, 160, puis finalement le 171 km l'année dernière. Wow, écoute, c'est impressionnant. Tu as parlé que tu as un mental très fort. Justement, quel est le rôle du mental quand on fait des activités comme toi, là? Comment tu fais pour entraîner ton mental Ben, c'est sûr que je ne sais pas si je fais beaucoup d'entraînement pour le mental. Par contre, j'essaie de le dompter, si on veut. Et j'y vais beaucoup avec la volonté et l'objectif. Ça veut dire, quand je fais, par exemple, en 2011, j'ai fait un sommet au Népal, un 8000 mètres, le mont Manaslu. Puis quand j'ai fait ce sommet-là, je m'étais comme fait la promesse à moi-même que je renoncerais devant absolument rien, sauf si j'étais en danger. Donc, c'est sûr, il ne faut pas non plus mettre de côté. Là, on y va pas là pour mourir dans des affaires de même. On y va pour arriver au sommet. Mais pour moi, c'était pas OK, je suis trop fatigué, je suis découragé, j'ai mal partout. C'était pas des excuses. Donc, j'ai eu énormément de pépins dans cette expédition-là. Mais malgré tout, la conviction de savoir que je ne m'arrête pas, c'est même pas une option, c'est ça qui m'amène à avoir la force mentale pour me rendre jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment une conviction de me dire, je me rends jusqu'au bout. C'est pas, quand j'ai fait l'UTMB, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, l'année dernière, c'était une conviction, je me rendais jusqu'au bout. Après 30 km de course, j'ai frappé un mur. Comme frapper un mur, ceux qui font des marathons, ils savent qu'est-ce que c'est. Souvent, ça arrive justement autour de 30 km. Il leur en reste 12 à faire. Pas pire. Moi, j'avais 30 km de fête, j'avançais plus, j'étais fatigué, j'avais l'impression que j'y arriverais pas. Et il m'en restait 140 à faire. Donc, c'est là que, bon, là, ma conjointe m'a aidé, elle me suivait pendant cette course-là. Elle m'a fait remarquer que j'avais peut-être pas mangé assez. Donc, on se trouve des façons de surmonter ces creux-là. Là, je me suis mis à manger plus, boire plus, puis j'ai surmonté ça. Mais j'ai frappé d'autres murs à 70 km, à 120. Donc, il y a vraiment le mental, ben, je pense que c'est de partir avec une conviction pour moi. J'aime ça, qu'est-ce que tu nous racontes, Laurent, parce que c'est un peu une métaphore pour la vie. Hein? Dans la vie, si on se fixe un objectif, c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles. Et là, tu parlais d'excuses. Je pense que le commun des mortels, et je m'inclus dans ça, on a tendance à mettre l'emphase sur les excuses, à se trouver toutes sortes d'excuses pour pas continuer. Alors, comment tu fais, toi? Parce que, OK, tu le fais, mais c'est quoi un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a tendance à se décourager ou à mettre l'emphase sur les excuses, justement, qui sont tellement faciles, dans le fond, à cultiver? Bien, je dirais que c'est de faire d'abord un travail sur soi. Là, puis je me considère pas... je considère que j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais d'apprendre à se connaître, de savoir c'est quoi qu'on veut vraiment. Parce que si on fait les choses pour les mauvaises raisons, bien là, les excuses, après ça, sont faciles. Et on a une excuse, puis on la prend parce que finalement, la voie qu'on voulait faire, c'était pas notre voie à nous. Fait que vraiment, trouver notre voie. Une fois qu'on a trouvé notre voie, bien là, s'ancrer, s'enraciner, faire de la visualisation, s'enraciner les pieds dans le sol, puis de se dire, c'est ça que je veux faire, donc je vais faire ce qu'il faut pour. Quand il fait 2 degrés avec de la pluie mélangée avec de la neige, que je suis fatigué parce que ça fait plusieurs jours en ligne que je m'entraîne puis que je pars quand même courir le matin dans le slotch, il y a des fois, ça ne me tente vraiment pas. Puis je me donne un coup de pied en derrière, mais c'est rendu dans les trails, j'ai jamais de regrets. Là. C'est vraiment de l'effort de sortir du confort du lit, de sortir de la facilité, si on veut. Parce que notre chemin qui va nous amener vers le succès ou vers le bonheur, ben c'est pas nécessairement toujours le chemin le plus facile, mais c'est le chemin qui est comme écrit pour nous autres, puis qui, si on le suit, ben ça nous amène à la bonne place. Oui, je pense que beaucoup d'entre nous, on veut le résultat, mais on veut peut-être pas mettre les efforts qui viennent avec ou sortir de sa zone de confort. Est-ce que ça ressemble à ça? Hein? Puis là-dessus, pour moi, c'est important d'insister que atteindre ses objectifs, avoir des résultats, c'est pas obligé d'être quelque chose d'immense. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui nous parle, qui est important pour nous aussi. Pour nous autres, c'est de réussir à faire courir un 5 km. Bien, bravo, là, c'est vraiment
Aussi, il y en a que c'est justement de faire de la méditation quotidiennement, de faire du yoga, de changer de travail, de n'importe quoi. Dans le fond, l'important, c'est de se fixer un objectif. Et oui, il faut le faire. Là. À un moment donné, j'avais entendu ça, là, un rêve sans un plan, ça demeure un rêve. Donc, quand on rêve à quelque chose, il faut faire le plan de match. Il faut y croire, puis il faut mettre les actions en conséquence pour y arriver. En tout cas, c'est inspirant. Qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que c'est vraiment ça, dans le fond, hein, c'est de se fixer des objectifs qui nous ressemblent, des petits objectifs pour bâtir une confiance, puis de passer à l'action. Mais justement, comment tu fais, toi, personnellement, parce que tu as parlé tout à l'heure que quand tu es allé au Népal, par exemple, bon, tu t'étais dit, je vais y aller, j'abandonne pas, sauf si je suis en danger. Comment tu fais pour tracer la ligne entre l'acharnement ou les obstacles normaux d'un événement comme ça? C'est pas évident. C'est pas évident à tracer. Je dirais même que quand j'ai fait le Manaslu, je me pose encore la question. Oui, j'ai réussi. Je suis revenu en pleine santé. J'ai été le premier Québécois à atteindre ce sommet-là. Et je me pose encore la question, 7 ans plus tard, presque 8 ans plus tard, est-ce que je suis allé trop loin? J'ai-tu joué avec les dés, là? C'est pas facile, surtout dans ces milieux-là. Là, en ce moment, les courses que je fais en montagne, pour moi, ça fait partie un peu de la raison pour laquelle, pour l'instant, je ne suis pas retourné en très haute montagne après ce sommet-là. Il y a quand même eu, l'année après mon expédition, il y a eu une expédition où il y a eu une grosse avalanche qui a emporté, entre autres, 2 gars qui étaient avec moi, 2 guides français qui étaient avec moi dans l'expédition que j'ai faite en 2011. Et ça m'a choqué. J'ai reçu des appels à 5 heures du matin de tous les postes de télévision à Montréal qui voulaient savoir mon avis sur la montagne parce que j'étais la personne qui l'avait faite l'année d'avant. Ça m'a quand même chamboulé beaucoup. Je me suis dit, je pense que le trail running, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'atteindre des gros objectifs, de me fixer des gros défis, d'y arriver. Fait que le trail running, au pire, je vais être épuisé pendant une couple de mois. Au pire, je vais me tordre une cheville, mais je ne vais pas y laisser ma peau. Là. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à tracer la ligne. Je pense que c'est d'expérimenter. C'est facile de tracer la ligne trop bas. C'est idéal de la tracer à la bonne place, puis il faut quand même guetter le fait de la tracer trop haut, puis de s'épuiser. C'est quelqu'un, mettons que comme quand je fais mes grandes courses, je me donne des blocs de 5-6 semaines entre chaque grosse course pour permettre à mon corps de récupérer, pour pas finalement juste dire « Ah, j'aime ça », puis j'en fais une à toutes les 2 semaines, puis finalement, mon système s'épuise profondément. Là. Pour l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ça m'a pris quand même 2 mois à sentir que j'étais 100% revenu dans mes énergies de fond. Là. Donc, c'est important de respecter cette ligne-là aussi. Fait que la ligne, des fois, c'est pas pendant le projet, ça peut être après aussi de dire je vais vraiment m'octroyer une période de repos pour pouvoir, après ça, aller de l'avant vers d'autres objectifs. Et comment est-ce que tu fais pour te préparer financièrement? Comment est-ce que tu trouves l'argent? Est-ce que des fois, tu as des peurs ou des fois, est-ce que tu as toi-même des... Parce que toi-même, tu dois transcender, j'imagine, tes propres obstacles intérieurs. C'est quoi ces obstacles-là? Puis comment tu fais pour, justement, trouver l'argent? Ou... C'est sûr que pour moi, le plus gros défi, c'est pas sur la montagne ou dans les trails, là, c'est vraiment au niveau organisationnel. Je suis quand même quelqu'un d'un peu anxieux devant la préparation, devant l'inconnu, tout ça. Et quand je suis pas dans le physique, dans le faire, c'est quand même plus difficile pour moi. C'est quelque chose que je travaille en ce moment, mais au niveau des préparatifs, c'est de bien s'entourer, de ne pas rester seul là-dedans, d'avoir de l'aide ou d'avoir des gens qui croient aussi en nous pendant que nous, on travaille à y croire, mais ça aide d'avoir d'autres personnes qui croient en ce qu'on veut faire.
Après ça, ben c'est sûr que quand je suis allé, par exemple, au Manaslu, c'est un budget de 15 000 qu'il fallait que je ramasse. Puis moi, je vis borderline, seuil de la pauvreté, et je me sens très riche. Là. Je suis pas du tout. Je me sens pas pauvre, mais j'ai des très modestes revenus. Puis je pense que c'est à travers la simplicité volontaire que j'arrive à me payer ce que je fais là. Donc c'est vraiment à travers des choix. Je donne des conférences aussi, dans le fond, sur la persévérance dans les écoles, les organismes communautaires, les entreprises. Puis il y a des groupes de chercheurs d'emploi à qui je donne des conférences. Puis souvent, cette question-là revient. Ouais, mais tu fais quoi? T'sais, parce qu'eux, c'est des gens qui n'ont pas des gros revenus, des grosses sources. Et s'ils veulent croire en quelque chose, en des projets, ben ça peut être un obstacle facile de dire, ben j'ai pas d'argent. Donc, ils vont me poser la question, comment tu fais pour financer ça? Puis souvent, je leur réponds que si ils étaient là à chaque conférence que je donne, ils se rendraient compte que j'ai toujours la même chemise. Donc, il y a vraiment au niveau de la simplicité volontaire, ma garde-robe, ça tient dans ça d'épais. Donc, je m'achète vraiment peu de choses. Je vais peu au restaurant, peu au cinéma. On cuisine énormément. Ma blonde et moi, on cuisine beaucoup. On achète très peu de tout fait. On ne se prend pas un café, je ne bois pas de café, mais on ne se prend pas quotidiennement des trucs au resto. J'avais un collègue au travail, dans un travail qui est vraiment pas payé cher, puis il allait au resto à tous les midis, au lieu de s'apporter un lunch. Et il se plaignait tout le temps qu'il n'avait pas les sous pour faire ce qu'il voulait faire. Mais donc, c'est de surveiller. Je pense que c'est plus là que dans vraiment gagner de l'argent que moi, je trouve mon chemin. Puis sinon, ben c'est sûr, un petit peu de coup de main, des commanditaires qui nous appuient, mais c'est pas des gros montants, mais c'est vraiment des coups de main appréciés. Là. Fait qu'à travers les conférences, à travers mon travail, je suis conseiller de vendre d'équipements aussi dans les magasins Atmosphère, mais beaucoup la simplicité pour arriver à me payer mes projets. Là. Toi, ce que j'entends, c'est que tu as choisi de vivre tes rêves, puis tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Oui. C'est ça, c'est un choix finalement. On a toujours le choix de décider comment on va y arriver. Oui. Puis d'y arriver, pour moi, ben c'est ça. Ça n'a jamais été l'argent, ça n'a jamais été un objectif. C'est un moyen, oui, d'arriver à faire ce qu'on veut faire, mais c'est jamais un objectif. Puis même là, en ce moment, mes conférences deviennent de plus en plus populaires. Donc, je commence à avoir un peu plus de revenus qui rentrent de ça. Et je me rends compte que plus j'en gagne, plus j'ai envie d'en donner. Donc, j'ai pas ce besoin-là d'accumuler beaucoup. J'ai besoin d'être confortable. Puis après ça, c'est ça. Donc, j'essaie toujours de donner à travers mes conférences là, pour remettre au suivant. Et c'est quoi ta définition de la persévérance, justement? La définition de la persévérance, c'est premièrement, d'avoir des rêves, donc de se fixer des objectifs et d'avancer un pas à la fois. Il y a un truc qui s'appelle le PPPPP, là, le plus petit pas positif possible. Donc, vraiment d'y aller doucement, une étape à la fois, de continuer, de se permettre l'erreur aussi, parce que ça, c'est très bien imagé quand je fais mon expédition sur le Manaslu. De faire des pas en arrière, ça ne veut pas dire qu'elle t'abandonne. Donc, vraiment de dire, OK, je me mets un objectif, par exemple, d'entraînement, de courir 5 jours semaine. Il y a un matin, je me lève, ça file pas vraiment, puis j'y vais pas courir. Bien, il ne faut pas que le lendemain, je me tape sur la tête à dire, je ne suis pas allé courir. Et là, ça fait boule de neige, puis à un moment donné, tu abandonnes tout. Donc, ça, c'est une belle étape de la persévérance, de se pardonner, de se permettre de dire, OK, même si j'ai un objectif, même si j'essaie de suivre un plan d'entraînement ou un plan de vie pour arriver à cet objectif-là, on a le droit à l'erreur. Puis il faut de dire, je repars le lendemain ou je repars la semaine d'après. Ou, j'ai des semaines, des fois, dans mon année d'entraînement, j'ai des semaines que je vais avoir la grippe, par exemple, où je ne m'entraînerai pas du tout de la semaine. J'ai des semaines aussi où je suis plus le moral à plat, où je vais avoir vraiment des semaines où je vais regarder mon carnet d'entraînement et mes objectifs d'entraînement, puis ça ne matche pas. Là, j'ai vraiment couru moins que ce que j'aurais voulu. Je me reprends la semaine d'après, la semaine suivante. Je reprends le rythme
pour éventuellement pas laisser tomber l'objectif pour aller jusqu'au bout. Ah, c'est inspirant. Écoute, Laurent, je le sais que tu as vécu quand même des épreuves dans ta vie comme nous tous. On va en parler dans la deuxième partie de l'entrevue, mais entre autres, je le sais que tu as perdu une de tes conjointes ou ta conjointe dans un accident en montagne. Tu as ta nièce qui s'est suicidée il n'y a pas longtemps. Donc, on va parler de ça dans la deuxième partie. Mais avec ce que tu as vécu, avec ce que tu as transcendé, si tu pouvais aujourd'hui retourner en arrière et parler au Laurent d'il y a 20 ans peut-être, qu'est-ce que tu lui dirais? Laurent, d'il y a 20 ans, je dirais qu'avec l'âge, on s'assagit. Puis je dirais de croire qu'en arrière des grosses épreuves, il y a de la lumière, la vie continue. Puis c'est pas de recouvrir, dans le fond, ce qu'on vit, mais de le prendre comme faisant partie de la vie, là. Puis de continuer d'avancer. Quand, dans le plus gros de mon deuil, quand j'ai perdu ma conjointe, des fois, les gens me demandaient comment j'allais, mais avec un air un peu piteux, tu sais, comme « Comment tu vas, Laurent? » Puis je leur disais « Je vais déjà assez mal de même, je suis pas pour aller mal en plus. » Donc, c'était vraiment... c'est ça. C'est ça qui m'a aidé à aller de l'avant. Puis confronter aussi, je dirais, de dire... Dans le fond, au Laurent d'il y a 20 ans, je dirais, suis tes instincts, là. Ça va bien aller parce que, dans le fond, c'est ça que j'ai fait, puis ça a payé, ça a fait la job. Donc, se faire confiance, puis aller vers l'avant. Écoute, je vais prendre un moment pour te rendre hommage parce que franchement, je te connaissais pas avant de te demander de faire l'entrevue. J'avais vu que tu donnais une conférence, puis c'est vraiment inspirant ton histoire. Merci. Bravo d'avoir le courage de relever des défis qui sont les tiens, mais avec autant de persévérance, puis toute une douceur aussi parce que on perçoit ça chez toi, cette espèce de cette présence-là qui est douce, mais qui est forte en même temps. Donc, bravo d'avoir cette détermination-là qui est vraiment inspirante et je suis convaincue que tu inspires énormément de gens autour de toi, dans ton entourage ou tes conférences. Donc, merci d'être une lumière positive dans cet univers. On en a beaucoup besoin. Et dans la deuxième partie de l'entrevue, on va parler de ton grand cœur, parce que tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tu es quelqu'un qui aime donner beaucoup. On va parler des épreuves que tu as transcendées. Mais merci beaucoup, Laurent, de nous avoir partagé ta vision de la persévérance. Je suis convaincue que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Et en terminant, quand tu entends « oui, c'est possible tu penses à quoi? Oui, c'est possible. Je sais pas, là, moi, je pense à mon projet de cet été, parce que l'UTMB, 171 km, oui, c'était mon projet de 4 ans de travail pour arriver à l'atteindre. Puis maintenant, j'ai un autre projet cet été qui est de traverser le Vermont au complet, 436 km. En autonomie totale, ça veut dire que je pars avec mon sac à dos, avec ma bouffe pour une semaine. C'est un sentier que les gens font en 20 à 30 jours. Moi, je me donne 6 jours. En fait, je veux battre le record absolu de ce trail-là, qui date depuis 10 ans, qui n'a pas été battu depuis 10 ans. C'est un Américain qui détient le record. Fait que je veux essayer de battre ça. La Long Trail au Vermont, 436 km. Fait que c'est mon projet de cette année. J'ai 6 jours, 17 heures et 25 minutes à battre. Donc, c'est vraiment l'objectif là, de partir avec 35 livres sur le dos, faire 65 km par jour pendant une semaine. Fait que, pour moi, c'est possible. C'est possible. J'aime ça voir ça parce que je regarde... c'est sûr que je fais beaucoup de recherches sur ce sentier-là. Je regarde... en fait, je pensais que c'était pas possible de battre le record. Je savais que c'était possible de traverser le sentier. Je pensais que pour moi, c'était pas possible de battre le record. Il y a 2 ans, j'ai travaillé sur ce sentier-là à faire des sections de 3 jours, chargées en marche rapide, 15 heures de marche par jour. Et là, je voyais qu'il m'en manquait un peu pour être capable d'envisager le record. Et cette année, avec le fait d'avoir fait l'UTMB, de voir comment on gère en course des événements de très longue distance, je me suis dit, je peux y arriver en le voyant différemment. Fait qu'au lieu de faire 15 heures par jour de progression, je vais en faire 18 à 20. Je vais dormir 2-3 heures par nuit.
pendant une semaine, puis devrait y arriver comme ça. Oh, mais t'as un sac à dos de combien de livres ou de kilos? Je devrais partir à peu près avec 35 livres sur le dos. C'est sûr qu'au début, l'équipement de base est très, très léger. Sac à dos, sac de couchage, matelas de sol et petite tente, tout ça ensemble, ça pèse juste 5 livres. Donc, vraiment, vraiment des équipements ultra légers. Ce qui est pesant, c'est la nourriture. L'eau, j'ai un petit filtre. Donc, à chaque fois que je croise un ruisseau, je peux remplir une bouteille avec un petit filtre miniature pour ne pas traîner trop d'eau. Fait que je traîne à peu près 1,2 litre d'eau sur moi. Mais la nourriture, ça, on ne peut pas le contourner. Malgré plein de recherches que j'ai faites pour trouver le meilleur ratio poids, calories, protéines, ça demeure plus d'1 kilo de nourriture par jour. Donc, partir une semaine, ça, c'est le plus lourd. Mais je m'entraîne. Là, dans mon entraînement de course, j'inclus à chaque semaine un entraînement de randonnée rapide avec un sac de 35 livres sur le dos pour préparer le corps à être capable de faire ça. Fait que c'est tout est possible. Pour moi, c'est ça qui est tout est possible. Mais tout est possible, c'est à chacun de célébrer chaque victoire qu'ils font. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime avoir. Donc, il faut célébrer et prendre le temps de reconnaître les victoires et les gains qu'on fait dans notre vie, si petits soient-ils, parce que c'est là-dessus qu'on va baser nos luttes futures. Donc, on va arriver à une épreuve, on va se rappeler, j'ai fait ça, j'ai réussi à surmonter telle épreuve. Donc, si on ne prend pas le temps de célébrer nos bons coups, nos victoires, ça ne va pas s'ancrer dans nous. Donc, vraiment, fait que tout est possible pour tout le monde en se fixant un objectif et en y croyant. Wow, Laurent Aumier, merci infiniment, puis bonne chance dans ta course. À chacun ses rêves, hein? Moi, je vais t'encourager de chez moi, en dormant mes 8 heures par nuit, mais bravo. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette entrevue-là. Ça me fait plaisir vraiment de participer à cette grande série-là, puis de pouvoir passer un peu mon petit message. Merci. Merci.